Assez de comédie. Tu n'es qu'une sangsue qui fait semblant d'avoir mal pour que les gens aient pitié de toi, a dit ma sœur en m'arrachant mes béquilles, me faisant m'effondrer par terre et crier de douleur devant tout le monde. Alors j'ai passé un coup de fil qui l'a plongé dans la panique. Je m'appelle Allison et j'ai 28 ans. Avant que tout cela n'arrive, je pensais comprendre ce que signifiait la famille. Je me trompais sur toute la ligne. Mon accident s'est produit un mardi matin qui a commencé comme n'importe quel autre. Je descendais précipitamment les escaliers de mon appartement, déjà en retard pour le travail, quand mon talon s'est accroché au bord d'une marche. La chute a semblé se produire au ralenti, mais le craquement de ma rotule heurtant le béton a été instantané et sans équivoque. Le médecin des urgences a été direct, fracture complète de la rotule avec des dommages importants aux ligaments environnants. L'opération était prévue pour le lendemain, une procédure complexe qui nécessiterait des vis et une rééducation intensive. J'ai d'abord appelé mes parents, puis ma sœur Rebecca, puis mon frère Michael. Les réponses ont été étonnamment similaires. « Oh, ma chérie, c'est terrible, a dit maman, la voix distraite. On essaiera de passer quand on pourra. Ton père a cette conférence à Denver cette semaine. » Rebecca avait l'air agacée. « Mon Dieu, Allison, tu es si maladroite. Je ne peux pas prendre de congé en ce moment. L'affaire Peterson passe en jugement le mois prochain. Elle était avocate junior dans un cabinet prestigieux, un fait qu'elle mentionnait dans chaque conversation. Michael a été plus direct. C'est nul, ma sœur. Je suis débordé avec l'ouverture du restaurant. Tu sais ce que c'est. Non, ai-je pensé en raccrochant après la troisième réponse tiède. Je ne savais pas ce que c'était. Quand Michael a eu une intoxication alimentaire l'année dernière, j'ai conduit 4 heures pour m'occuper de lui. Quand Rebecca a eu besoin de quelqu'un pour garder son chat névrosé pendant 2 semaines, j'ai réorganisé tout mon emploi du temps. Quand papa a eu besoin d'aide pour déplacer des meubles après son opération du dos, j'étais là malgré une échéance au travail. Mais apparemment, une rotule brisée ne méritait pas la même considération. Mon ami Jake est devenu ma bouée de sauvetage. Un infirmier praticien aux yeux bienveillants et à la patience infinie. Il a pris des jours de vacances pour m'aider pendant l'opération et la convalescence initiale. Pendant que j'étais inconsciente en salle d'opération, ma famille vivait sa vie comme si de rien n'était. Je me suis réveillé seul, à l'exception de Jake, qui m'a serré la main et m'a dit que tout s'était bien passé. Le chirurgien a expliqué le matériel qui tenait maintenant ma rotule en place, les semaines sans appui, les mois de physiothérapie à venir. À travers le brouillard de l'anesthésie, je n'arrêtais pas de regarder vers la porte, m'attendant à voir des visages familiers. Ils ne sont jamais venus. Jake m'a sorti de l'hôpital en fauteuil roulant 5 jours plus tard. L'allée de mes parents me semblait étrangère alors que nous nous y arrêtions, comme si je visitais une maison que je n'avais vue qu'en photo. La chambre d'amis en bas avait été préparée à la hâte avec des draps dépareillés et une table de chevet empruntée. On a pensé que ce serait plus facile, a expliqué maman, sans vraiment me regarder dans les yeux, tu sais, pour éviter les escaliers. Ce qu'elle voulait dire, c'était éviter de perturber leur routine. Papa a à peine levé les yeux de son journal quand Jake m'a aidé à m'installer dans le fauteuil roulant. Rebecca est passée en coup de vent 1 heure plus tard, a évalué la situation avec un détachement clinique et a annoncé qu'elle travaillerait tard tous les soirs dans un avenir prévisible. Essaie de ne pas être trop un problème, a-t-elle dit, déjà en train de repartir. Cette nuit-là, allongé dans le lit inconnu, écoutant la télévision étouffée de mes parents à l'étage, j'ai commencé à comprendre que la convalescence serait un voyage plus solitaire que je ne l'avais imaginé. Les flacons de médicaments sur la table de chevet captaient la lumière de la rue qui filtrait à travers les rideaux fins, et je comptais les pilules comme des grains de chapelet, marquant le temps jusqu'à ce que je puisse retrouver mon indépendance. Mais d'abord, je devais survivre en vivant avec des gens qui me voyaient comme un inconvénient plutôt que comme leur fille qui avait besoin d'aide. La première semaine m'a appris exactement où je me situais dans les priorités de ma famille. Quelque part en dessous de leur routine de café du matin et légèrement au-dessus de la sortie des poubelles. Jake arrivait tous les matins à 7h30 pour m'aider à me préparer pour la kinésithérapie, une routine que ma famille a rapidement considérée comme acquise. Ton ami est si dévoué, a commenté maman un matin, en beurrant du pain grillé pendant que je luttais pour manœuvrer mon fauteuil roulant autour de l'îlot de la cuisine. Elle n'a fait aucune offre d'aide, elle m'a juste regardé naviguer dans le parcours d'obstacles de chaises et de gamelles de chiens avec un léger intérêt. La kinésithérapie était atroce. Les séances consistaient à plier ma jambe de quelques degrés à la fois. Chaque mouvement envoyait des éclairs de douleur à travers le site chirurgical. Ma thérapeute,
Maria, me poussait sans relâche mais avec gentillesse. Le premier mois est le plus difficile, a-t-elle dit en manipulant l'articulation de mon genou pendant que je m'agrippais au bord de la table. Mais tu es jeune et déterminé. Tu vas y arriver. Je voulais la croire. Mais rentrer à la maison chaque jour face à des visages indifférents faisait de la détermination un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Papa était rentré de sa conférence à Denver avec des histoires de relations professionnelles et d'opportunités de réseautage. Il a passé le dîner à décrire des recommandations de restaurants pendant que je picorais mon assiette, épuisé par la séance de thérapie du matin. Tu es bien silencieuse, a-t-il observé, comme si mon silence était un défaut de caractère plutôt qu'un symptôme d'isolement. Les nuits étaient les pires. Les analgésiques me laissaient groggy mais pas vraiment reposé. Et la chambre d'amis donnait sur la rue où le trafic nocturne créait une bande-son d'autres personnes allant dans des endroits que je ne pouvais pas atteindre. J'ai commencé à passer des heures sur mon ordinateur portable, travaillant à distance et me perdant dans des projets qui exigeaient de la concentration, mais pas de mobilité physique. Ma superviseure, heureusement, était compréhensive. « Prends tout le temps dont tu as besoin », avait-elle dit. « On se débrouillera sans toi pour l'instant. » L'ironie ne m'a pas échappé que mon lieu de travail faisait preuve de plus de compassion que ma maison d'enfance. Les visites de Rebecca sont devenues de plus en plus brèves et pointues. Elle apparaissait entre deux réunions, s'enquérait rapidement de mes progrès, puis se lançait dans des plaintes détaillées sur sa charge de travail. Certaines personnes ne réalisent pas à quel point les vraies carrières peuvent être exigeantes, a-t-elle dit un après-midi, en faisant défiler ses emails pendant que je luttais pour surélever ma jambe correctement. Le commentaire m'a piqué car il contenait un grain de vérité qui faisait plus mal que la cruauté pure et simple. Mon travail dans la communication à but non lucratif ne commandait pas le respect de la carrière juridique de Rebecca ou de l'entreprise de restauration de Michael, mais il comptait pour moi et la fondation que nous soutenions changeait des vies quotidiennement. Au moins, tu as le temps de te reposer maintenant, a-t-elle ajouté, sans lever les yeux de son téléphone. Ça doit être agréable de ne pas avoir de vraies responsabilités. Cette nuit-là, j'ai appelé Jake depuis ma chambre improvisée. Je crois que j'ai fait une erreur en venant ici, ai-je admis, en regardant les ombres bouger sur le plafond. Ils ne veulent pas de moi ici. Où irais-tu d'autre, a-t-il demandé doucement. Tu as besoin d'aide en ce moment, et les familles sont censées aider. Censées, ai-je répété. C'est le mot-clé. Mais Jake avait raison sur un point. Je n'avais nulle part où aller. Mon appartement était au 3e étage sans ascenseur et mes économies s'épuisaient rapidement entre les factures médicales et la perte de revenus. J'étais piégé dans une maison où ma présence semblait tolérée plutôt que bienvenue. Le point de rupture est survenu pendant ma 2e semaine à la maison. J'avais engagé une aide-soignante pour m'aider avec l'hygiène du matin, car manœuvrer le fauteuil de douche nécessitait une aide que je ne recevais pas de ma famille. La dépense grevait mon budget, mais l'indépendance dans les tâches de base me semblait valoir le coup. Rebecca m'a coincé après le départ de l'aide-soignante. Vraiment, Allison? Payer quelqu'un pour t'aider à te doucher? On est là, tu sais. Vraiment, ai-je demandé, la regardant droit dans les yeux. Parce que je suis ici depuis 10 jours, et la seule aide que j'ai reçue vient de Jake et de l'aide que je paie moi-même. Son expression s'est durcie. On a tous des vies. Tu sais, on ne peut pas tout laisser tomber parce que tu es tombé dans les escaliers. Tomber dans les escaliers. Comme si ma blessure était un inconvénient mineur plutôt qu'un événement qui changeait la vie et qui prendrait des mois à surmonter. Comme si la reconstruction chirurgicale et le matériel, maintenant une partie permanente de mon corps, étaient une réaction excessive et dramatique à la maladresse. Cette conversation a cristallisé quelque chose que j'essayais de nier. Ma famille n'avait pas oublié de m'aider. Ils avaient choisi de ne pas le faire. À la 3e semaine, notre foyer s'était installé dans une routine qui ressemblait plus à une coexistence réticente qu'à une convalescence familiale. Les visites matinales de Jake sont devenues le clou de ma journée, en partie parce qu'il me traitait comme une personne plutôt que comme un inconvénient, et en partie parce que son expertise d'infirmier signifiait que je pouvais faire confiance à son évaluation de mes progrès. « Tu guéris bien », a-t-il dit un matin, en examinant le site chirurgical avec un détachement professionnel. Le gonflement a considérablement diminué, et ta mobilité s'améliore plus vite que prévu. Son optimisme me semblait étranger dans une maison où ma présence semblait assombrir chaque pièce où j'entrais. Papa avait commencé à prendre son petit déjeuner dans son bureau pour éviter les conversations matinales. Maman avait réorganisé son emploi du temps pour être absente à mon retour de thérapie. Les visites de Rebecca s'étaient réduites à de brèves apparitions entre ses vraies obligations.
La seule constante était ses commentaires. Tu utilises toujours ce truc, demandait-elle en désignant mon fauteuil roulant comme s'il s'agissait d'un choix de style de vie plutôt que d'une nécessité médicale. Ou mon préféré, certaines personnes se remettent plus vite que d'autres. Je suppose. Chaque commentaire était soigneusement calibré pour paraître inquiet tout en ayant un impact maximal. Rebecca avait perfectionné l'art du déni plausible, enrobant la cruauté d'une inquiétude fraternelle si habilement que la dénoncer semblait être une réaction excessive. Mais Jake l'a remarqué. « Est-ce qu'elle te parle toujours comme ça ?» a-t-il demandé après avoir entendu une des observations de Rebecca sur les gens qui profitent des blessures pour attirer l'attention. « Elle est stressée par le travail, ai-je esquivé, bien que l'excuse me semble accreuse même à moi. »« Tout le monde est stressé par quelque chose, » a-t-il répondu doucement. Ça ne justifie pas d'être cruel envers les gens qu'on aime. Aimer. Le mot flottait entre nous comme une question à laquelle je n'étais pas prête à répondre. Ma famille m'aimait-elle ? Je l'avais supposé pendant 28 ans, mais la supposition et les preuves s'avéraient être des choses très différentes. Mes parents venaient de rentrer d'un voyage à Napa Valley que je leur avais offert pour leur anniversaire. L'ironie était assez vive pour faire saigner. J'avais utilisé toute ma prime trimestrielle pour les envoyer en retraite dans la région viticole, avec des dégustations privées et un séjour dans un complexe de luxe. Ils s'étaient extasiés sur l'expérience pendant le dîner, montrant des photos et décrivant chaque repas mémorable avec des détails vivants. Pas une seule fois ils n'ont reconnu le sacrifice que j'avais fait pour leur offrir cette expérience. Pas une seule fois ils n'ont lié ma générosité à leur obligation actuelle de m'aider. Au lieu de cela, papa s'est plaint du coût de ma physiothérapie. Ces séances s'accumulent rapidement, a-t-il marmonné en triant des papiers d'assurance. Peut-être que tu pourrais les espacer un peu, tous les 2 jours au lieu de tous les jours. La suggestion était si incroyablement déplacée que j'ai failli rire. Le calendrier de récupération de mon genou n'était pas négociable, et retarder la thérapie ne ferait que prolonger ma dépendance envers eux. Mais de son point de vue, mes besoins médicaux étaient des dépenses facultatives qui gênaient le budget du ménage. Le médecin a dit que les séances quotidiennes sont cruciales pour le premier mois, ai-je expliqué patiemment. Les médecins disent toujours ça, a-t-il rejeté. Ils gagnent de l'argent à chaque fois que tu passes la porte. Ceci de la part d'un homme qui venait de passer une semaine à boire des bouteilles de vin à $100 à mes frais. Mais le souligner me rendrait ingrate, selon la mythologie familiale qui décrivait toute demande de réciprocité comme un droit égoïste. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision qui me semblait à la fois libératrice et terrifiante. J'ai renvoyé l'aide-soignante. La dépense devenait insoutenable, et j'avais retrouvé assez de mobilité pour gérer la plupart des tâches quotidiennes de manière indépendante. C'était risqué, mais rester endetté pour maintenir ma dignité dans une maison où je n'en avais aucune me semblait être une proposition perdante. La transition vers une gestion autonome a été plus difficile que prévu. Prendre une douche est devenu un événement soigneusement chorégraphié impliquant des bandages imperméables et une utilisation stratégique des barres d'appui. S'habiller nécessitait une planification avancée et une patience que je n'avais pas toujours. Mais l'indépendance valait la peine. Chaque petite victoire, chaque tâche accomplie sans aide ni témoin, reconstruisait quelque chose que les commentaires de Rebecca avaient progressivement érodé. J'étais toujours leur fille, méritant toujours une considération de base, indépendamment de leurs convictions apparentes du contraire. Quand Jake est arrivé le lendemain matin pour me trouver entièrement habillée et prête pour la thérapie, son sourire était radieux. « Regarde-toi » a-t-il dit avec une fierté sincère. « Tu deviens plus forte chaque jour. » J'étais. Malgré leur indifférence, malgré la cruauté de Rebecca, malgré le sentiment d'être une intruse dans ma maison d'enfance, je guérissais. Et avec chaque jour de progrès venait une compréhension plus claire de qui était vraiment ma famille. Le jour où je suis passé du fauteuil roulant aux béquilles aurait dû être une célébration. Au lieu de cela, c'est devenu l'inspiration de Rebecca pour une toute nouvelle catégorie d'humiliation. La transition s'est produite exactement 4 semaines après l'opération, lorsque Maria a finalement déclaré que ma guérison était suffisante pour un appui partiel. N'oubliez pas, ce sont des outils, pas des décorations, a-t-elle instruit en ajustant les béquilles à ma taille. Commencez lentement. Écoutez votre corps et n'essayez pas d'être une héroïne. La liberté était enivrante. Après un mois de roue et de dépendance, me déplacer par mes propres moyens me semblait révolutionnaire. Je pouvais accéder au placard de la cuisine, atteindre des objets sur des étagères plus hautées, surtout, prendre une douche sans la logistique compliquée qui avait défini ma récente existence. Jake était ravi. Cela change tout,
a-t-il dit en me regardant naviguer dans le couloir du centre de thérapie avec un optimisme prudent. Tu pourras faire tellement plus par toi-même maintenant. Je m'attendais à un enthousiasme similaire de la part de ma famille. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par quelque chose de bien plus dérangeant. L'amusement. Papa a ri quand je suis apparu dans la cuisine pour le dîner, me déplaçant prudemment mais de manière indépendante. Regardez qui est debout et marche, a-t-il dit avec le même ton qu'il aurait utilisé pour commenter un tour de chien astucieux. Maman a été plus directe dans son mépris. Eh bien, il était temps. Je commençais à penser que tu appréciais toute l'attention. Mais Rebecca, comme toujours, a livré les observations les plus pointues. Oh, bien, a-t-elle dit, levant à peine les yeux de son téléphone. Peut-être que maintenant tu peux commencer à faire ta part ici au lieu de te comporter comme une invalide. Se comporter comme une invalide. Pour quelqu'un qui avait terminé ses études de droit, Rebecca semblait remarquablement peu claire sur la définition des conditions médicales réelles par rapport à l'art de la performance. Pourtant, les béquilles m'ont redonné une certaine autonomie. Je pouvais naviguer dans la maison sans annoncer mes besoins à des membres de la famille indifférents. Je pouvais préparer des repas simples, gérer mon propre horaire de médicaments et, surtout, prendre une douche sans avoir à synchroniser mes demandes avec la commodité de tout le monde. L'amélioration de ma vie quotidienne semblait irriter Rebecca plus que mon impuissance antérieure. Tu sais, certaines personnes seraient reconnaissantes pour toute l'aide qu'elles ont reçue, a-t-elle commenté un soir, en me regardant laver la vaisselle que personne d'autre ne s'était porté volontaire pour faire. Quelle aide, ai-je demandé, sincèrement curieuse de son point de vue. Vivre ici sans loyer, évidemment, avoir tes repas fournis, ne pas avoir à te soucier des responsabilités ménagères pendant que tu te remets. Sa révision de l'histoire était si complète qu'elle frisait l'artistique, vivre sans loyer dans une chambre d'amis où je me sentais mal accueilli, avoir des repas fournis en mangeant ce qui se trouvait être disponible quand je pouvais accéder à la cuisine, ne pas me soucier des responsabilités ménagères parce que j'avais été systématiquement exclu de la vie familiale depuis mon arrivée. J'ai acheté mes propres provisions, ai-je souligné calmement. Eh bien, en utilisant notre cuisine, nos services publics, notre espace. L'énumération de mes coûts pour leur ménage était particulièrement riche venant de quelqu'un qui avait vécu à la maison jusqu'à 26 ans, économisant de l'argent pour ses études de droit sans rien contribuer aux dépenses du ménage. Mais souligner l'hypocrisie de Rebecca, c'était comme expliquer la couleur à quelqu'un qui insistait pour voir le monde en noir et blanc. J'ai qu'à remarquer la tension croissante lors de ses visites. Elle s'empire, a-t-il observé un matin après que Rebecca eut fait un autre commentaire sur les gens qui profitent de la générosité de la famille. Elle a toujours été comme ça, ai-je admis. Je pensais juste que c'était une rivalité fraternelle normale. Ce n'est pas de la rivalité, a-t-il dit. Sérieusement. C'est autre chose. Il avait raison. Mais le reconnaître signifiait accepter que ma sœur me détestait activement pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ma blessure ou ma situation actuelle. L'hostilité de Rebecca était antérieure à mon accident, bien que ma vulnérabilité ait certainement amplifié sa volonté de l'exprimer. Le 70e anniversaire de papa approchait et maman avait prévu un barbecue dans le jardin depuis des semaines. La liste des invités comprenait la famille élargie, des voisins de longue date et les anciens collègues de papa. J'avais proposé d'aider aux préparatifs, mais maman avait balayé mes suggestions avec une irritation à peine dissimulée. On a tout sous contrôle, a-t-elle dit fermement. Concentre-toi juste sur ta guérison pour ne pas boitiller pendant la fête. Le commentaire m'a blessé, mais il a aussi révélé quelque chose d'important sur leur perspective. Mes béquilles n'étaient pas un équipement médical soutenant ma guérison. C'étaient des accessoires embarrassants qui nuisaient à l'image de notre famille. 3 jours avant la fête, Rebecca m'a approché avec une franchise inhabituelle. Tu ne prévois pas sérieusement d'utiliser ces trucs à l'anniversaire de papa, n'est-ce pas? Elle a désigné mes béquilles avec un dégoût évident. J'en ai besoin pour marcher, ai-je répondu, énonçant ce qui semblait évident. Ça va avoir l'air pathétique. Tous ces gens qui te regardent, qui ont pitié de toi. Papa n'a pas besoin de ce genre d'attention pour son jour spécial. La suggestion était claire. Mes besoins médicaux étaient moins importants que les apparences, mais je ne me souciais plus du niveau de confort de Rebecca avec mon processus de guérison. J'essaierai de ne pas gâcher la fête avec ma guérison visible, ai-je dit sèchement, son expression se durcissant. Tout est toujours une blague avec toi, n'est-ce pas? Tu ne prends jamais rien au sérieux. En fait, je prenais beaucoup de choses au sérieux, comme la guérison, comme la famille,
comme la prise de conscience croissante que les personnes que j'avais passé ma vie à aimer et à soutenir me considéraient comme un fardeau à gérer plutôt qu'une personne méritant des soins. Mais j'étais sur le point d'apprendre exactement à quel point leur ressentiment était profond. La fête d'anniversaire de papa était prévue pour samedi après-midi, une journée de printemps parfaite avec des températures douces et un ciel sans nuages. Maman avait passé la semaine à préparer des amuse-gueules élaborés et à coordonner avec le traiteur qui s'occupait du plat principal. Le jardin avait été transformé en un espace de célébration élégant avec des guirlandes lumineuses, des tables rondes et un espace désigné pour la playlist de jazz préférée de papa. Je me suis réveillé ce matin-là, me sentant optimiste pour la première fois depuis des semaines. Mes progrès avec les béquilles avaient été constants, et j'avais même réussi à aider à quelques préparatifs de la fête, malgré l'insistance de maman pour que je me repose. La liste des invités comprenait des personnes que je n'avais pas vues depuis avant mon accident, et j'avais hâte d'avoir des conversations qui allaient au-delà des mises à jour médicales et des obligations familiales. Jake avait proposé de rester pour la fête, mais j'ai refusé. Je dois prouver que je peux gérer des situations sociales de manière indépendante, avais-je expliqué. D'ailleurs, c'est un moment en famille. Quelle naïveté que ces mots maintenant, sachant ce que je sais de la définition de l'inclusion de ma famille. J'ai choisi ma tenue avec soin, une robe d'été qui accommodait mon genou en guérison, des sandales confortables qui fonctionnaient avec des béquilles, et des bijoux qui reflétaient la nature festive de l'occasion. Quand je suis apparu dans la cuisine ce matin-là, l'expression de maman a vacillé entre l'approbation et l'inquiétude. Tu es ravissante, ma chérie. Fais juste attention avec ces trucs près des invités. Ces trucs. Mes béquilles étaient devenues des objets sans nom qui l'embarrassaient plutôt qu'un équipement médical qui me permettait de me déplacer. Mais j'ai hoché la tête d'un air agréable, déterminé à profiter de la journée malgré son inconfort évident avec ma guérison visible. Les premiers invités sont arrivés à midi, et la fête a rapidement développé l'atmosphère chaleureuse et conviviale qui rendait les célébrations de papa mémorables. Je me suis posté près de la table des amuse-gueules, où la conversation coulait facilement, et mes béquilles sont devenues moins visibles parmi les gens concentrés sur la nourriture et la camaraderie. L'oncle Robert, le plus vieil ami de papa, m'a salué avec une chaleur sincère. Allison, j'ai entendu parler de ton accident. Comment vas-tu? Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un s'est enquis de mon bien-être avec une préoccupation authentique plutôt qu'une politesse obligatoire. Je me suis retrouvé à partager des détails honnêtes sur la physiothérapie, les délais de récupération et les défis pour retrouver une mobilité totale. Ces choses prennent du temps, a-t-il dit sagement. Mon remplacement de hanche a pris des mois avant que je me sente normal à nouveau. Mais tu es jeune et forte. Tu vas t'en remettre. Ces encouragements m'ont fait l'effet d'un rayon de soleil après des semaines de nuages. D'autres invités ont offert un soutien similaire, partageant leurs propres histoires de guérison et posant des questions réfléchies sur mes progrès. Pendant un bref intermède, je me suis souvenu de ce que c'était que d'être entouré de gens qui se souciaient de mon bien-être. Mais Rebecca regardait de l'autre côté de la terrasse, son expression s'assombrissant à chaque conversation de soutien que j'avais. Elle s'était positionnée près du bar où elle pouvait observer tout en maintenant une distance de la scène qui la dérangeait clairement. Vers 15 heures, papa a demandé l'attention pour porter son toast d'anniversaire traditionnel. La foule s'est rassemblée en un cercle lâche autour de la terrasse pendant qu'il remerciait tout le monde de partager sa journée spéciale. Le discours était typique de papa, gracieux, un peu décousu, et rempli de références à l'amitié, à la famille et au passage du temps. À une autre année de santé et de bonheur, a-t-il conclu en levant son verre. La foule a répondu avec enthousiasme, et les conversations ont repris avec la chaleur accrue qui vient de la célébration partagée. Je parlais avec ma voisine, Madame Patterson, des projets universitaires de son petit-fils quand j'ai remarqué Rebecca s'approcher à travers la foule. Son expression était passée de l'observation distante à une détermination active, et quelque chose dans sa posture a déclenché une alarme que je ne pouvais pas tout à fait identifier. « Tu t'amuses à jouer la victime ?» a-t-elle demandé doucement, se positionnant à côté de moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je parle avec Madame Patterson des candidatures à l'université », ai-je répondu calmement. « Oh, je suis sûr que tout le monde adore entendre parler de tes difficultés », a-t-elle continué, sa voix adressée uniquement à moi. Si courageuse, si inspirante, la pauvre petite Allison et son tragique accident. Madame Patterson s'était tournée vers d'autres conversations, me laissant seul avec les observations de plus en plus pointues de Rebecca. Autour de nous, la fête continuait avec des rires et de la musique, créant un étrange contraste avec la tension qui montait entre nous. Je profite juste de la fête de papa, ai-je dit,
essayant de désamorcer ce qui se construisait dans son expression. Vraiment? Parce qu'il me semble que tu profites de l'attention. Tous ces gens qui ont pitié de toi, qui te posent des questions sur ta guérison. C'est comme ta propre fête de la pitié personnelle. Ces mots ont atteint leur cible. J'avais été reconnaissante pour l'inquiétude sincère, la première gentillesse que j'avais connue depuis des semaines. Mais Rebecca recadrait ce soutien comme de la manipulation, suggérant que mon acceptation de la sympathie était en quelque sorte calculée plutôt qu'humaine. Les gens sont gentils, ai-je dit doucement. C'est ce que les gens font quand quelqu'un est blessé. Quand quelqu'un est réellement blessé, a-t-elle corrigé, pas quand ils exploitent une blessure pour un maximum de sympathie. La conversation attirait l'attention des invités voisins qui ne pouvaient pas entendre les mots, mais pouvaient sentir la tension. Je devais mettre fin à cela avant que l'hostilité de Rebecca ne devienne un divertissement public. Mais quelque chose dans son expression suggérait qu'elle ne faisait que commencer. C'est alors qu'elle a souri, et j'ai su que le pire était à venir. Au moment où Rebecca a souri, ce sourire froid et calculateur, j'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû m'extraire de ce qui se construisait dans son expression et trouver refuge parmi les autres invités. Au lieu de cela, je suis resté figé, en équilibre sur mes béquilles, pendant qu'elle se préparait à livrer la cruelle finale qu'elle avait prévue. Tu sais ce que tout le monde pense vraiment, a-t-elle dit, sa voix portant juste assez fort pour que les invités voisins l'entendent. Ils se demandent combien de temps tu vas encore faire durer ça. Les gens regardaient vraiment maintenant. L'oncle Robert a interrompu sa conversation avec papa. Madame Patterson a jeté un coup d'œil avec une inquiétude évidente. L'atmosphère chaleureuse de la fête changeait alors que les invités prenaient conscience de la tension qui émanait de notre coin de la terrasse. « Rebecca, s'il te plaît, ai-je dit doucement. C'est l'anniversaire de papa. » Exactement, a-t-elle répondu, son sourire s'élargissant. L'anniversaire de papa, son jour spécial. Et te voilà en train de tout ramener à ton histoire de guérison dramatique. Elle se dirigeait vers quelque chose, et je pouvais sentir le poids de l'attention grandissante alors que de plus en plus de gens prenaient conscience de notre conversation. Papa avait complètement arrêté de parler, son expression passant de la confusion à l'appréhension alors qu'il reconnaissait les signes de Rebecca en mode attaque. Je pense que nous devrions peut-être. Ai-je commencé à dire, essayant de désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère. Mais Rebecca en avait fini avec la cruauté subtile. Elle était prête pour le plat de résistance. Arrête la comédie, a-t-elle annoncé à voix haute, sa voix dégoulinant d'un mépris théâtral. Tu n'es qu'une sangsue qui fait semblant d'avoir mal pour que les gens aient pitié de toi. La fête est devenue silencieuse. Un silence complet, absolu, à l'exception de la musique jazz qui continuait de jouer depuis les haut-parleurs que personne n'a pensé à éteindre. Tous les visages étaient tournés vers nous. Toutes les conversations suspendues alors que les invités digéraient ce qu'ils venaient de voir. Avant que je puisse réagir, avant que je puisse reculer ou répondre ou faire quoi que ce soit pour me protéger, Rebecca a attrapé mes béquilles et les a arrachées avec une efficacité brutale. Je suis tombé lourdement. La terrasse en béton a heurté mes genoux avec une force dévastatrice. L'impact a envoyé des ondes de choc à travers mon articulation réparée chirurgicalement et a irradié le long de ma colonne vertébrale. La douleur a été immédiate et accablante, effaçant tout sauf le feu qui consumait ma jambe et le son de mon propre halètement. Mais pire que la douleur, il y a eu les rires. Tout le monde n'a pas ri. Le visage de l'oncle Robert est devenu blanc de choc. Madame Patterson a couvert sa bouche d'horreur. Plusieurs invités se sont avancés instinctivement avant de s'arrêter, incertains de la manière de réagir à une telle violation sans précédent de la décence humaine. Mais assez de gens ont ri. Papa a ri nerveusement comme si Rebecca avait fait un tour de passe-passe intelligent plutôt qu'une agression. Maman a fait un son qui aurait pu être de l'amusement ou du choc. Michael, qui regardait depuis le barbecue, a carrément applaudi. Je me suis agenouillé sur le béton. Les béquilles éparpillées hors de ma portée, entouré de gens qui trouvaient ma douleur divertissante plutôt que préoccupante. L'humiliation était complète et parfaite, exactement comme Rebecca l'avait prévu. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu bouger, pas pu respirer, pas pu traiter la réalité de ce qui venait de se passer et de la façon dont ma propre famille y réagissait. Puis la formation a pris le dessus. Toutes ces années à gérer des situations de crise au travail, toute cette expérience à rester calme sous la pression a finalement servi un but au-delà du succès professionnel. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911. 911, quelle est votre urgence? Ma voix était stable,
claire et assez forte pour que tout le monde l'entende. J'ai besoin d'une ambulance. Je viens de subir une opération du genou et quelqu'un m'a délibérément fait tomber, causant une blessure supplémentaire à mon site chirurgical. L'atmosphère de la fête s'est évaporée instantanément. L'expression triomphante de Rebecca s'est transformée en incertitude alors qu'elle réalisait que je m'étais écarté de son scénario. Papa a commencé à se diriger vers moi, son visage soudainement sérieux alors que le mot « ambulance » s'enregistrait. « Madame, êtes-vous en sécurité maintenant » a demandé la répartitrice. « Oui, je suis à une réunion de famille, mais j'ai besoin de soins médicaux immédiatement. Une ambulance est en route vers votre emplacement. Pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé ?» Et entouré de ma famille et de leurs amis, avec Rebecca toujours debout au-dessus de moi, tenant mes béquilles comme des trophées, j'ai dit la vérité. Ma sœur a intentionnellement retiré mes aides à la mobilité et m'a poussé. J'ai très mal et je ne peux pas me relever. Le silence était maintenant profond. Plus personne ne riait. Personne ne bougeait pour aider, mais personne ne traitait cela comme un divertissement non plus. Parce que je venais de transformer leur drame familial privé en une affaire de dossier public. Et alors que nous attendions tous l'arrivée de l'ambulance, j'ai réalisé que parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser de souffrir en silence. Le visage de Rebecca était devenu pâle. La fête était finie, et ma vraie guérison était sur le point de commencer. L'ambulance est arrivée en 8 minutes, bien que cela ait semblé des heures. Je suis resté sur la terrasse en béton, téléphone à la main, pendant que ma famille se tenait figée dans un tableau de culpabilité et de confusion. Rebecca avait finalement laissé tomber mes béquilles, mais personne n'a bougé pour les récupérer ou m'aider à les atteindre. « Madame, je suis le secouriste Johnson », a dit le premier intervenant en s'agenouillant à côté de moi avec un calme professionnel. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici ?» Pour la 3e fois en 10 minutes, j'ai expliqué comment ma sœur avait délibérément retiré mes aides à la mobilité et provoqué ma chute. L'expression de Johnson est restée neutre, mais son partenaire, Rodriguez, prenait des notes détaillées et photographiait la scène. « Des témoins » a demandé Rodriguez en désignant la foule silencieuse des invités. « Environ 30 d'entre eux » ai-je répondu, croisant le regard horrifié de papa. C'est arrivé devant tout le monde. Johnson a examiné mon genou avec une efficacité douce. Le site chirurgical était enflé et rouge, montrant déjà des signes de traumatisme qui ont fait se crisper son expression d'inquiétude. « Nous devons vous transporter pour une évaluation » a-t-il annoncé. Il pourrait y avoir des dommages graves à une réparation chirurgicale récente. Alors qu'il préparait le brancard, j'ai entendu papa tenter de limiter les dégâts. Il y a eu un malentendu, a-t-il dit désespérément à Johnson. C'est une affaire de famille. Les sœurs, vous savez comment elles peuvent être. Monsieur, a répondu Johnson fermement, l'agression n'est pas une affaire de famille. C'est une affaire criminelle. Le mot « agression » flottait dans l'air comme un nuage toxique. Le visage de Rebecca était passé du pâle au vert, et maman faisait de petits bruits affligés qui auraient pu être de la sympathie s'ils avaient été dirigés vers moi au lieu de la situation. Ils m'ont chargé dans l'ambulance avec une précision minutieuse. Et alors que les portes se fermaient, j'ai eu un dernier aperçu de la fête gâchée. Les invités partaient déjà. Les conversations étaient feutrées et urgentes. La célébration était terminée, mais les vraies conséquences ne faisaient que commencer. Jake nous a rejoints aux urgences, ayant reçu mon appel paniqué pendant le trajet en ambulance. Son visage était furieux alors qu'il écoutait mon explication. Et quand le médecin de garde a décrit les dommages supplémentaires à mon genou, son calme professionnel s'est complètement fissuré. « Quelqu'un a fait ça délibérément » a-t-il demandé, la voix tendue de fureur contenue. « Ma sœur » ai-je confirmé, regardant son expression passée par l'incrédulité, la rage et une détermination protectrice. Le docteur Martinez, le chirurgien orthopédiste, a examiné mes radiographies avec une concentration sombre. Le matériel est toujours en place, mais il y a des dommages importants au tissu mou et des déchirures ligamentaires possibles. Nous devrons retourner en chirurgie pour évaluer et réparer. Retour à la chirurgie. Retour au début de la convalescence. Des semaines de progrès effacés en 30 secondes de la cruauté de Rebecca. Je resterai chez mon ami cette fois, ai-je dit fermement au docteur Martinez. Pas avec ma famille. Jake m'a serré la main. Tu resteras avec moi aussi longtemps que tu en auras besoin. L'opération était prévue pour le lendemain matin, une procédure plus complexe que l'opération initiale.
Le docteur Martinez a expliqué les risques avec un professionnalisme minutieux, mais je l'ai à peine écouté. Les détails médicaux me semblaient secondaires par rapport à la plus grande prise de conscience qui s'installait en moi comme une lourde couverture. Ma famille m'avait vu tomber et n'avait ressenti rien d'autre que de l'embarras à propos de la scène. Rebecca avait soigneusement planifié cette humiliation, et les autres avaient été complices par leur rire et leur inaction, mais j'avais maintenant des documents, rapports de police, dossiers médicaux, déclarations de témoins. Le moment de triomphe de Rebecca était devenu une preuve d'agression. La police est arrivée pendant que j'étais en préparation préopératoire. La détective Walsh était minutieuse et peu sympathique aux dynamiques familiales qui excusaient la violence. Nous devrons examiner les images de sécurité de la maison de vos parents, m'a-t-elle informé. La plupart des maisons ont des systèmes de caméras de nos jours. Des images de sécurité. Je n'avais même pas envisagé cette possibilité, mais papa avait installé des caméras l'année précédente après un cambriolage dans le quartier. La terrasse arrière était certainement dans le champ de son système. L'agresseur est votre sœur, a confirmé la détective Walsh en consultant ses notes. Rebecca Davis, ai-je fourni. Elle est avocate, si cela a de l'importance. L'expression de Walsh suggérait que cela avait beaucoup d'importance, mais pas de la manière que Rebecca préférerait. Nous vous contacterons après avoir examiné les preuves. Jake m'a tenu la main alors qu'il me transportait en salle d'opération. Je serai là quand tu te réveilleras, a-t-il promis. Et on va s'assurer que ça n'arrive plus jamais. Alors que l'anesthésie m'entraînait, ma dernière pensée était limpide. Rebecca avait enfin révélé qui elle était vraiment, et je ne ferai plus jamais semblant du contraire. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite quand Allison se réveillera de l'opération? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime si vous êtes pour la justice dans cette histoire. Se réveiller de la deuxième opération était différent de la première. Cette fois, je n'étais pas seul et confuse dans une chambre d'hôpital stérile. Jake était là, lisant une revue médicale dans le fauteuil au chevet du lit. Et quand j'ai ouvert les yeux, son sourire a été la première chose que j'ai vue. La voilà, a-t-il dit doucement, mettant de côté sa lecture. Comment te sens-tu? Honnêtement, comme si j'avais été heurté par un camion conduit par ma propre sœur. Mais d'une manière ou d'une autre, malgré la douleur, le revers et les mois de convalescence supplémentaires à venir, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Libre, ai-je répondu, me surprenant moi-même par le choix du mot. Jake a compris immédiatement. Fini de faire semblant qu'il se soucie de toi. Le docteur Martinez est apparu pour son contrôle post-opératoire, accompagné d'un résident qui semblait fasciné par les circonstances de mon cas. L'opération s'est bien passée, a-t-il rapporté. Nous avons réparé 2 ligaments déchirés et traité les dommages supplémentaires au tissu. Vous avez entre 12 et 16 semaines de convalescence cette fois. 4 mois de physiothérapie, de mobilité limitée et de guérison prudente. Mais cette fois, je me remettrai dans une maison où ma présence était bienvenue plutôt que tolérée. J'ai déjà aménagé ma chambre d'amis, a dit Jake quand le docteur Martinez est parti. Tout est au rez-de-chaussée, et je me suis arrangé pour travailler à domicile les 2 premières semaines. Sa gentillesse naturelle était écrasante après des semaines d'indifférence de ma famille. Jake, tu n'as pas à, si, je le dois, a-t-il interrompu doucement. C'est ce que les gens font pour quelqu'un qu'ils aiment. Quelqu'un qu'ils aiment. Un concept si simple, mais que ma famille n'avait jamais vraiment saisi en ce qui me concernait. La détective Walsh a rendu visite cet après-midi-là avec des mises à jour qui ont fait battre mon cœur. Nous avons examiné les images de sécurité, a-t-elle annoncé sans préambule. L'agression est clairement documentée. Votre sœur a délibérément retiré vos aides à la mobilité et provoqué votre chute. Le soulagement m'a envahi si puissamment que j'en ai eu le vertige. La justification, la preuve, la fin du gaslighting et de la mythologie familiale qui me décrivait comme dramatique ou hypersensible. Que se passe-t-il ensuite, ai-je demandé. Nous portons plainte pour voies de fait et coups et blessures. Étant donné la nature préméditée et le contexte, le procureur est intéressé à poursuivre cette affaire. Prémédité. Le mot m'a donné des frissons, mais il était exact. Rebecca n'avait pas agi sous le coup de la colère. Elle avait planifié mon humiliation et l'avait exécutée parfaitement. Elle n'avait juste pas prévu ma réponse. Votre famille a essayé de contacter l'hôpital, a ajouté la détective Walsh. Ils prétendent que c'était un accident, un malentendu entre sœurs. Bien sûr qu'ils le faisaient.
Le contrôle des dégâts était la spécialité de la famille Davis, transformant les victimes en méchants et réécrivant l'histoire pour protéger leur réputation. Ce n'était pas un accident, ai-je dit fermement. La vidéo le montre clairement, a convenu Walsh. Aucun jury n'interpréterait le retrait délibéré d'aide à la mobilité comme accidentel. Après son départ, je suis resté allongé dans le lit d'hôpital, digérant l'ampleur de ce qui se passait. Des accusations criminelles, des procédures judiciaires, les cruautés privées de ma famille devenant publiques. Jake est revenu avec du café et les nouvelles du soir, mais j'étais trop nerveuse pour me concentrer sur les événements extérieurs. Mes parents ne me parleront plus jamais, ai-je dit, testant ce que cette possibilité me faisait ressentir. Serait-ce une si grande perte, a-t-il demandé doucement. La question flottait entre nous comme un défi. Serait-ce une perte? Ces personnes qui m'avaient vu souffrir sans offrir d'aide, qui avaient ri de ma douleur, qui avaient passé des années à prendre mon soutien sans rien donner en retour. Non, ai-je réalisé à voix haute. Ce ne le serait pas, le sourire de Jake était à la fois fier et triste. Tu vas t'en sortir, Allison. Mieux que bien. Mon téléphone a vibré avec un SMS de maman. S'il te plaît, appelle-nous. Nous devons discuter de cette situation avant qu'elle n'aille trop loin. Avant qu'elle n'aille trop loin. Comme si porter plainte contre quelqu'un qui m'avait agressé était une réaction excessive plutôt qu'une conséquence naturelle. J'ai supprimé le message sans répondre. Le lendemain matin a apporté des papiers de sortie dans un fauteuil roulant qui semblait différent du précédent. Cette fois, il représentait une nécessité temporaire plutôt qu'une dépendance impuissante. Cette fois, je savais exactement où j'allais et qui serait là pour m'aider à guérir. Alors que Jake me poussait hors de l'hôpital, j'ai aperçu la voiture de Rebecca sur le parking. Elle était assise au volant, le téléphone collé à l'oreille, l'expression animée par l'histoire qu'elle vendait à quiconque voulait bien l'écouter. Laissez-la parler, laissez-la tourner, laissez-la créer le récit qui la faisait se sentir mieux à propos de ce qu'elle avait fait. Les images de sécurité racontaient la seule histoire qui comptait. Et pour la première fois de ma vie, la vérité était de mon côté. Prête à rentrer à la maison, a demandé Jake en m'aidant à monter dans sa voiture. La maison? Pas la maison où j'étais né. Où j'avais tant essayé de gagner un amour qui n'était jamais vraiment disponible. La maison était là où les gens voyaient de la valeur à prendre soin les uns des autres. Prête, ai-je répondu, et je le pensais complètement. La maison de Jake était tout ce que mes parents n'avaient jamais été. Accueillante, paisible et organisée autour des besoins de la personne en convalescence plutôt que de la commodité de tout le monde. Il avait transformé sa chambre d'amis en une suite de convalescence, avec un lit d'hôpital, une table de chevet remplie de fournitures et un petit réfrigérateur pour les médicaments qui devaient être conservés au froid. Tu as pensé à tout, m'émerveillai-je en m'installant dans l'espace qui me semblait plus familier après 10 minutes que ma chambre d'enfance ne l'avait jamais été. J'ai eu de l'aide, a-t-il admis en désignant un panier de livres et de magazines sur la commode. Maria de la kinésithérapie est passée avec du matériel de lecture. Elle a dit, la guérison va plus vite quand on a des choses pour occuper son esprit en dehors de la douleur. Maria, ma kinésithérapeute, avait pris du temps sur son emploi du temps pour aider à préparer ma convalescence. Le contraste avec la réponse de ma famille était assez frappant pour me rendre émotive, mais c'était de bonnes larmes. Des larmes de gratitude. La première semaine est passée dans un flou d'horaires de médicaments, d'exercices doux et de conversations qui m'ont rappelé à quoi ressemblaient des relations normales. Jake venait me voir régulièrement sans être envahissant, apportait des repas sans commenter mon appétit et traitait ma convalescence comme un défi temporaire plutôt que comme un fardeau personnel. La détective Walsh a appelé avec des mises à jour qui ont rendu les procédures judiciaires de plus en plus réelles. L'audience de comparution est prévue pour la semaine prochaine, m'a-t-elle informé. L'avocat de votre sœur a fait du bruit à propos de négociations de plaidoyer, mais le procureur veut aller au procès. Un procès? Le mot portait un poids que je n'étais pas sûr d'être prête à supporter. Mais l'alternative était de laisser Rebecca échapper aux conséquences d'actions qui avaient fait dérailler ma vie 2 fois maintenant. À quoi ressemblerait un accord de plaidoyer, ai-je demandé. Probablement des travaux d'intérêt général et des cours de gestion de la colère. Pas d'aveu de culpabilité. Des conséquences minimes. Des conséquences minimes pour un maximum de dégâts. Cela ressemblait exactement au genre de résultat que Rebecca avait toujours réussi à s'arranger. Je veux aller au procès, ai-je décidé. La réponse de ma famille aux accusations criminelles était prévisiblement axée sur leur propre embarras plutôt que sur mon bien-être. Maman a appelé à plusieurs reprises,
laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés que Jake filtrait avant de me les faire écouter. Allison, ma chérie, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons régler ça en famille avant que les avocats ne s'en mêlent. Trop tard pour ça, ai-je pensé. Les avocats étaient déjà impliqués. Les caméras avaient tout capturé. Et régler les choses en famille s'était révélé être un code pour permettre à Rebecca tout en manipulant Allison. L'approche de papa a été plus directe. Il s'est présenté à la maison de Jake sans préavis, exigeant de me parler de cette situation ridicule qui a complètement dégénéré. Jake a ouvert la porte avec une courtoisie professionnelle et une fermeté personnelle. Allison se remet d'une opération que votre fille a rendue nécessaire, a-t-il informé papa calmement. Elle ne reçoit pas de visiteurs pour le moment. C'est une affaire de famille, a fanfaronné papa. Vous n'avez pas le droit d'interférer. J'ai tout à fait le droit de protéger quelqu'un qui a été agressé sous ma garde, a répondu Jake fermement. Bonne journée, monsieur Davis. Par la fenêtre, j'ai regardé papa retourner à sa voiture avec les épaules affaissées et une posture défaite. Un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Il faisait face aux conséquences d'avoir permis le comportement de Rebecca pendant 30 ans, et la facture arrivait enfin. Mais la sympathie pour sa situation difficile n'excusait pas son rôle dans sa création. L'avocate de Rebecca m'a contacté directement, ce que la détective Walsh a jugé très inapproprié, mais pas illégal. Lauren Fitzgerald était tout ce que j'attendais de quelqu'un que Rebecca embaucherait. Polie, intimidante et complètement désintéressée des faits réels de l'affaire. C'est un différend familial qui a pris des proportions démesurées, a-t-elle expliqué avec une sincérité étudiée. Rebecca essayait de vous aider à surmonter votre dépendance aux aides à la mobilité. Cela a été mal interprété. La manipulation était si complète qu'elle était presque artistique. Rebecca m'avait aidé en retirant mes béquilles et en me regardant tomber. L'agression avait été mal interprétée plutôt que documentée en vidéo. Mademoiselle Fitzgerald, ai-je dit prudemment, j'ai des images de votre cliente retirant délibérément mes aides à la mobilité et riant pendant que j'étais blessé. Ce n'est pas une mauvaise interprétation, c'est une preuve. Sa confiance a légèrement vacillé. Il y a toujours plusieurs façons d'interpréter une situation. Pas celle-ci, ai-je répondu. Plus maintenant. La physiothérapie a repris avec Maria, qui avait suivi mon cas par le biais de réseaux professionnels et était indignée en mon nom. J'ai vu beaucoup de revers de convalescence, m'a-t-elle dit lors de notre première séance de retour, mais un sabotage délibéré par des membres de la famille. C'est une première. La deuxième opération avait été plus invasive, nécessitant un temps de guérison plus long et des exercices plus complexes. Mais mon état mental était tellement plus sain que les défis physiques me semblaient gérables. Je ne luttais plus contre les besoins de mon corps tout en naviguant dans l'hostilité familiale. Vous progressez plus vite que prévu, a observé Maria après 3 semaines. Quoi qu'il ait changé dans votre situation de vie, ça fonctionne. Ce qui avait changé, c'était tout. J'étais entouré de personnes qui voulaient que je guérisse plutôt que de personnes qui en voulaient à mon besoin de guérison. Jake était devenu mon ancre à travers tout cela, gérant les aspects pratiques de la convalescence tout en fournissant un soutien émotionnel que je n'avais jamais connu de ma famille réelle. Notre amitié s'approfondissait en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avions encore nommé. Mais le potentiel était évident pour tout le monde sauf pour nous. Tu sais qu'il est amoureux de toi, n'est-ce pas, a mentionné Maria nonchalamment lors d'une séance. Nous sommes juste amis, ai-je protesté, bien que mon visage ait rougi à son observation. Ma chérie, a-t-elle ri. Les amis ne réorganisent pas toute leur vie pour prendre soin de quelqu'un. Cet homme est à toi depuis le premier jour. Tu avais juste besoin d'être assez libre pour le voir. Assez libre. Cette phrase m'est restée alors que je continuais à guérir, tant physiquement qu'émotionnellement. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre d'être vulnérable sans crainte d'exploitation, d'avoir besoin d'aide sans honte, de faire confiance que les personnes autour de moi voulaient sincèrement mon bien-être. La date du procès était fixée à 2 mois, assez longtemps pour que ma guérison physique progresse de manière significative, mais assez tôt pour que l'agression reste fraîche dans la mémoire de tous. Rebecca, selon la détective Walsh, ne gérait pas bien la réalité des conséquences, mais ce n'était plus mon problème à résoudre. J'étais libre maintenant, et j'avais l'intention de le rester. La percée s'est produite un jeudi matin lorsque la détective Walsh a appelé avec des nouvelles qui ont tout changé. Nous avons trouvé des images supplémentaires, a-t-elle annoncé sans préambule. Le système de sécurité de votre père a plusieurs angles,
dont un qui a clairement capturé le visage de votre sœur pendant l'agression. J'ai posé mon café avec précaution. L'attention de Jake s'est immédiatement concentrée sur ma conversation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons une documentation limpide de la préméditation. Les images montrent votre sœur vous observant, calculant son approche, puis exécutant l'agression avec une intention évidente. Aucun jury ne pourrait interpréter cela comme accidentel. Le poids de la justification était écrasant. Pendant des semaines, j'avais craint que la loyauté familiale ne l'emporte sur les preuves, que d'une manière ou d'une autre, la version des événements de Rebecca ait plus de poids que la réalité. Mais les preuves vidéo étaient impossibles à contester ou à réinterpréter. Il y a plus, a continué la détective Walsh. Les images montrent également la réaction de la foule. Plusieurs invités se sont avancés pour aider, puis se sont arrêtés lorsque les membres de votre famille leur ont indiqué de ne pas intervenir. Ça va très mal jouer pour la défense. Ma famille n'avait pas seulement manqué de m'aider, ils avaient activement empêché les autres de le faire. Le calcul était d'une cruauté à couper le souffle. Quand Rebecca verra-t-elle ces images? Ai-je demandé. Son avocat reçoit les pièces à conviction cet après-midi. Je soupçonne que nous entendrons parler de négociations de plaidoyer très rapidement après cela. Elle avait raison. Lauren Fitzgerald a appelé en quelques heures, sa confiance antérieure complètement absente. Nous devons discuter d'une résolution, a-t-elle dit sans salutation ni plaisanterie. Peut-être que nous pouvons arranger quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Quel genre de résolution, ai-je demandé, bien que je soupçonne que je savais déjà. Des travaux d'intérêt général, une gestion de la colère, des excuses officielles. Votre sœur comprend qu'elle a fait une erreur. Une erreur? 30 ans de cruauté culminant en une agression. Et c'était une erreur. La vision du monde de Rebecca restait inchangée même face aux conséquences pénales. Et le remboursement de mes frais médicaux, ai-je demandé. Le silence s'est étiré au téléphone. Nous pouvons discuter des arrangements financiers dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Des arrangements financiers, pas une responsabilité, pas une reconnaissance du préjudice causé, mais des arrangements financiers comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale plutôt que de la destruction de relations familiales par la violence. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit, mettant fin à l'appel avant qu'elle ne puisse exercer plus de pression. Jake avait écouté depuis la cuisine, et son expression était soigneusement neutre quand je l'ai trouvé. À quoi penses-tu? A-t-il demandé. Je pense que Rebecca n'a jamais fait face à de réelles conséquences pour quoi que ce soit qu'elle ait fait, ai-je répondu lentement. Et un accord de plaidoyer signifie qu'elle ne le fera jamais. Mais un procès signifie des mois de déposition, de témoignages, d'attention des médias. Toute ta famille sera exposée publiquement. Il avait raison. Bien sûr, un procès serait douloureux pour tout le monde, y compris les parties innocentes comme l'oncle Robert, qui a essayé de m'aider. Mais l'alternative était de laisser Rebecca s'en tirer avec un minimum d'inconvénients pendant que je vivais avec les conséquences de ses actions pendant des mois. Elle a mis fin à ma trajectoire de carrière, ai-je dit à voix haute, en réfléchissant. Cette deuxième opération signifie que je serai sans travail pendant 4 mois au total. Je perdrai mon assurance maladie, probablement mon appartement, certainement mes économies. L'expression de Jake s'est assombrie. Tu resteras ici aussi longtemps que tu en auras besoin. L'argent n'est pas un problème. Sa générosité était touchante, mais ce n'était pas le sujet. Ce n'est pas une question d'avoir un endroit où aller, Jake. C'est le fait que Rebecca a détruit ma stabilité et mon indépendance parce qu'elle en avait envie. Et maintenant, elle veut s'en sortir en s'excusant. Ce soir-là, maman a fait une autre tentative de réconciliation familiale en se présentant à la porte de Jake avec une cocotte et des larmes. Jake l'a laissé entrer à contre-cœur, restant assez près pour intervenir si nécessaire. Ma chérie, a-t-elle commencé en s'installant dans le fauteuil du salon comme si elle y avait été invitée. C'est allé trop loin. Nous devons gérer ça en famille. On a essayé de gérer ça en famille, ai-je répondu depuis ma position sur le canapé. Tu as regardé Rebecca m'agresser et tu as ri. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-elle protesté faiblement. C'était un malentendu qui a dégénéré. Maman, il y a des images vidéo, une documentation claire et sans ambiguïté de ce qui s'est exactement passé. Son sang-froid s'est légèrement fissuré. Les avocats disent que les images peuvent être interprétées de différentes manières. Alors les avocats vous mentent. Probablement parce que Rebecca les paie pour ça. Elle a essayé une approche différente.
Pense à ce que cela fait à notre famille. Ton père a des douleurs thoraciques à cause du stress. Le restaurant de Michael souffre parce que les gens parlent. Il faut que ça cesse. L'audace était stupéfiante. La réputation de ma famille souffrait parce que Rebecca avait commis une agression. Et d'une manière ou d'une autre, c'était de ma faute parce que je refusais de le couvrir. Où était cette préoccupation pour la famille quand Rebecca m'humiliait devant 30 personnes, ai-je demandé. Elle était frustrée, a offert maman mollement. Tu sais comment elle est quand elle pense que les gens en profitent. Profiter. J'utilisais des béquilles prescrites par un chirurgien et d'une manière ou d'une autre, cela constituait un abus de la générosité de Rebecca. Maman, ai-je dit doucement, j'ai besoin que tu partes et j'ai besoin que tu comprennes que ta loyauté envers Rebecca au détriment de ton autre enfant a des conséquences. Elle est partie avec la cocotte intacte et des larmes qui semblaient sincères mais qui arrivaient 30 ans trop tard. Jake s'est assis à côté de moi après son départ. Ça va? Je suis parfaite, ai-je répondu, me surprenant moi-même de la véracité de mes propos. Pour la première fois de ma vie, je suis libre de prendre des décisions basées sur ce qui est juste plutôt que sur ce qui rend la famille heureuse. 2 jours plus tard, j'ai appelé la détective Walsh avec ma décision. Pas d'accord de plaidoyer. Procès complet. Laisser Rebecca faire face à un jury et expliquer pourquoi l'agression était justifiée parce que je la dérangeais avec mes besoins médicaux. Il était temps que la vérité soit dite complètement, indépendamment de qui la trouvait inconfortable. Le procès a commencé par une fraîche matinée d'octobre qui semblait symbolique. Nouvelle saison, nouveau chapitre, nouvelle réalité où les cruautés privées de ma famille seraient examinées sous les feux de la rampe. J'avais redouté et anticipé ce jour pendant des mois. Et alors que Jake m'aidait à monter les marches du palais de justice avec mes cannes, je me sentais étonnamment calme. Rebecca était assise à la table de la défense dans un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, son expression soigneusement composée dans ce que je reconnaissais comme son masque de compétences professionnelles. Elle ne m'a pas regardé quand je suis entré dans la salle d'audience, mais son avocate, Lauren Fitzgerald, l'a fait, son regard calculateur et froid. Le procureur adjoint Michael Shen m'avait préparé en détail à ce qui m'attendait. La sélection du jury s'est bien passée, avait-il expliqué la semaine précédente. Nous avons plusieurs personnes dont des membres de la famille ont eu besoin d'aide à la mobilité. Ils comprennent ce que signifie le sabotage délibéré dans ce contexte. La déclaration liminaire de l'accusation a été clinique et dévastatrice. Shen a exposé la chronologie méthodiquement, ma blessure initiale, les mois de convalescence, mes progrès du fauteuil roulant aux béquilles, puis le moment où Rebecca a décidé de détruire ses progrès de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. L'accusée n'a pas agi sous le coup de la colère, a déclaré Shen au jury. Elle a agi avec calcul. Les images de sécurité la montrent observant la victime, chronométrant son approche et exécutant une agression dont elle savait qu'elle causerait un maximum de dommages physiques et émotionnels. La déclaration liminaire de Fitzgerald était exactement ce à quoi je m'attendais, un différend familial qui a pris des proportions démesurées, une préoccupation fraternelle mal comprise, un accident tragique qualifié à tort d'intention criminelle. Elle a dépeint Rebecca comme la sœur attentionnée essayant de m'aider à surmonter une dépendance psychologique aux aides à la mobilité. L'expression m'a retourné l'estomac. Une dépendance psychologique à des béquilles prescrites médicalement, comme si mon fémur en guérison était une question de faiblesse mentale plutôt que de matériel chirurgical. L'affaire de l'accusation a été méthodique et dévastatrice. Le docteur Martinez a témoigné des dommages importants de ma deuxième opération, expliquant comment le retrait délibéré d'un support de mise en charge pouvait causer exactement les blessures que j'avais subies. Maria a décrit les progrès de la physiothérapie qui avaient été effacés, nécessitant des mois de convalescence supplémentaires, mais ce sont les images de sécurité qui ont scellé le sort de Rebecca. Shen les a projetés 3 fois pour le jury, un grand angle montrant l'atmosphère de la fête, un plan moyen capturant l'approche et le calcul de Rebecca, et un gros plan documentant clairement sa prise de mes béquilles et ma chute subséquente. Le son était également dévastateur, le craquement de mes genoux heurtant le béton, mon halètement de douleur et, le plus dommageable de tous, les rires des membres de ma famille. J'ai regardé le visage de Rebecca pendant la projection des images. Son sang-froid soigneusement entretenu s'est légèrement fissuré à chaque fois, surtout quand le jury a pu clairement voir sa satisfaction face à ma douleur. La défense s'est rapidement effondrée. Fitzgerald a tenté de faire valoir que Rebecca avait essayé d'encourager mon indépendance, mais les preuves vidéo ont rendu cette interprétation impossible. Les témoins de moralité de Rebecca l'ont dépeinte comme une sœur dévouée, professionnelle et aimante,
mais leurs témoignages semblaient creux face à la preuve visuelle de l'agression. L'oncle Robert a témoigné pour l'accusation. Sa réticence était évidente, mais son intégrité intacte. J'ai commencé à l'aider, a-t-il dit doucement, décrivant les moments après ma chute, mais son père m'a fait signe d'arrêter. La famille semblait vouloir qu'elle reste au sol. La famille semblait vouloir qu'elle reste au sol. Ces mots flottaient dans la salle d'audience comme un acte d'accusation de tout ce que la famille Davis représentait. Le témoignage de Jake a été puissant dans sa simplicité. Il a décrit m'avoir trouvé après la première opération, seul et sans soutien. Il a expliqué la routine de soins quotidiens que ma famille n'avait pas voulu fournir. Son amour pour moi était évident pour tout le monde dans la pièce, y compris le jury qui le regardait avec une sympathie croissante. Selon votre avis médical, a demandé Shane lors de l'interrogatoire direct, la plaignante était-elle dépendante de ses aides à la mobilité pour des raisons psychologiques? Absolument pas, a répondu Jake fermement. Elle avait du matériel chirurgical récent et des ordres médicaux explicites de mise en charge limitée. Utiliser des béquilles n'était pas une dépendance psychologique. C'était suivre les ordres du médecin pour éviter une blessure supplémentaire. Quand j'ai témoigné, je me sentais étonnamment stable. Des mois de physiothérapie avaient reconstruit ma force, et des mois loin de la manipulation de ma famille avaient reconstruit ma confiance. J'ai raconté mon histoire simplement et directement. L'accident, l'opération, l'indifférence de ma famille, la cruauté croissante de Rebecca et, enfin, l'agression qui nous avait tous amenés ici. Le contre-interrogatoire de Fitzgerald a été agressif mais inefficace. Elle a essayé de me dépeindre comme dramatique, en quête d'attention, quelqu'un qui avait exagéré un désaccord familial. Mais chaque question qu'elle posait me donnait une autre occasion de faire référence aux preuves vidéo qui contredisaient son récit. N'est-il pas vrai que votre sœur s'inquiétait de votre dépendance psychologique aux aides à la mobilité, a-t-elle insisté? Non, ai-je répondu calmement. Il est vrai que ma sœur était irritée par mes besoins médicaux et a décidé de résoudre son irritation par une agression. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Quand ils sont revenus avec des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, voies de fait, coups et blessures, et mise en danger criminel, la façade soigneusement entretenue de Rebecca s'est finalement complètement fissurée. Elle a carrément sursauté comme si les conséquences de ses actes étaient une surprise impossible. L'audience de détermination de la peine était prévue pour le mois suivant. Mais en quittant le palais de justice, j'ai ressenti une clôture que je n'avais pas attendue. Non pas parce que Rebecca irait en prison, bien qu'elle le ferait, mais parce que 12 étrangers avaient examiné les preuves de la cruauté de ma famille et avaient déclaré sans équivoque que c'était mal. Ma vérité avait été entendue, crue et validée. Jake m'a serré la main alors que nous montions les marches du palais de justice. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. « Comme la liberté » ai-je répondu, et je le pensais complètement. Rebecca a été condamnée à 18 mois de prison de comté, 5 ans de probation et au remboursement intégral de mes frais médicaux. La juge, une femme pragmatique d'une 60aine d'années, semblait personnellement offensée par la nature délibérée de l'agression. Les relations familiales entraînent des obligations particulières de soins et de protection, a-t-elle déclaré lors du prononcé de la peine. La violation de ces obligations par l'accusé, filmée et vue par des dizaines de personnes, représente une profonde trahison de la décence humaine fondamentale. Rebecca a pleuré pendant le prononcé de la peine. Pas les larmes calculées qu'elle avait utilisées tout au long de notre enfance pour échapper aux conséquences, mais un choc sincère que ses actions l'aient finalement rattrapée. Papa était assis dans la galerie derrière elle, l'air vieilli par toute cette expérience. Maman n'était pas venue du tout. J'ai ressenti étonnamment peu de choses en regardant ma sœur emmener menottée. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste la paix tranquille qui vient de voir la justice rendue. L'attention des médias s'est rapidement calmée, mais les conséquences familiales ont persisté. Michael a fermé son restaurant en 6 mois, incapable de se remettre de la publicité négative. Papa a pris une retraite anticipée, invoquant des problèmes de santé, mais fuyant en réalité les conversations chuchotées qui le suivaient partout. Maman a fait une dernière tentative de réconciliation, se présentant à la porte de Jake 6 mois après le procès avec un discours soigneusement répété sur le pardon et le fait d'aller de l'avant. Les familles font des erreurs, a-t-elle dit en s'installant sans y être invitée dans le salon où je lisais. Mais nous sommes toujours une famille. Ça doit compter pour quelque chose. Je l'ai regardée attentivement. Cette femme qui m'avait mise au monde mais ne m'avait jamais vraiment vue. Quelle erreur ai-je commise, maman? Tu sais ce que je veux dire, a-t-elle répondu mal à l'aise. Non,
Je ne sais pas, Rebecca m'a agressé. Toi et papa l'avez permis. J'ai appelé à l'aide et j'ai refusé de faire comme si ça n'était pas arrivé. Quelle partie de cela était mon erreur? Elle ne pouvait pas répondre car il n'y avait pas de réponse qui n'incriminait pas ses propres choix. L'erreur que j'avais commise était de croire que la famille signifiait plus que la génétique partagée et une mythologie commode. Je pense que tu devrais partir, ai-je dit doucement. Et je pense que tu devrais comprendre que ton choix de privilégier le confort de Rebecca à ma sécurité a des conséquences permanentes. Elle est partie sans la réconciliation qu'elle attendait, et je ne l'ai plus jamais revue. Mais j'avais gagné bien plus que ce que j'avais perdu. Jake et moi nous sommes mariés le printemps suivant lors d'une petite cérémonie qui ressemblait plus à une célébration de la survie qu'à un simple amour. La liste des invités comprenait Maria de la kinésithérapie, la détective Walsh, l'oncle Robert et une poignée d'amis qui m'avaient soutenu pendant la pire période de ma vie. Aucun membre de la famille Davis n'a assisté. Leur absence ressemblait plus à un cadeau qu'à une perte. Je suis retourné au travail à temps partiel au début, puis à plein temps à mesure que ma force physique se reconstruisait. L'organisation à but non lucratif m'a promu en un an, reconnaissant des qualités de leadership qui étaient invisibles lorsque je gérais constamment les drames et les crises familiales. Mon genou a complètement guéri, bien que j'ai encore une légère boiterie les jours de pluie. Cela me sert de rappel utile que la survie laisse parfois des marques visibles. Mais ces marques ne définissent pas votre avenir. Jake et moi avons acheté une maison de plein pied avec un jardin où je cultive des légumes qui me rappellent quotidiennement mon pouvoir de faire grandir les choses sainement. Nous organisons des dîners pour des amis qui comprennent que la famille choisie fournit souvent ce que la famille biologique ne peut pas. Parfois, les gens me demandent si mes parents, mes frères et sœurs, le lien avec des personnes qui me connaissaient depuis ma naissance, me manque. La réponse est compliquée mais finalement claire. La famille que je pensais avoir me manque, mais la famille que j'avais réellement ne me manque pas. La famille que je pensais avoir n'a jamais vraiment existé. Les personnes qui m'aimaient inconditionnellement, qui me soutenaient dans les difficultés, qui célébraient mes succès et amortissaient mes échecs. Ces personnes n'existaient que dans mon imagination, projetées sur des parents incapables de fournir ce dont j'avais besoin. La famille que j'avais réellement était un ensemble de personnes liées par la génétique et une histoire commune, qui utilisaient ces liens pour justifier de me traiter comme une ressource pratique plutôt qu'une personne méritant le respect. Rebecca était la plus cruelle, mais elle était soutenue par des parents qui privilégiaient la paix à la justice, l'image à la vérité, et leur propre confort au bien-être de leur fille. Les perdre n'était pas vraiment une perte. C'était la reconnaissance de ce qui n'avait jamais été là pour commencer. Rebecca a purgé 14 mois de sa peine et a été libérée plus tôt pour bonne conduite. Elle a déménagé dans un autre État, a recommencé avec un nouvel emploi et une présence sur les réseaux sociaux soigneusement organisés qui ne mentionnaient ni famille ni antécédents criminels. Nous n'avons aucun contact, ce qui nous convient parfaitement à toutes les deux. Il y a 6 mois, j'ai témoigné devant l'Assemblée législative de l'État sur la violence familiale et l'importance de poursuivre les agressions domestiques indépendamment des liens familiaux. Le projet de loi que j'ai soutenu a été adopté à l'unanimité, étendant la protection aux membres adultes de la famille dans des situations similaires à la mienne. Debout à ce podium, disant la vérité au pouvoir sur la survie et la responsabilité, j'ai ressenti tout le poids de ma transformation. La jeune fille qui avait passé 28 ans à essayer de gagner l'amour de personnes incapables de le donner avait disparu. Remplacée par une femme qui comprenait sa propre valeur et refusait d'accepter moins que ce qu'elle méritait. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de laisser un j'aime et de vous abonner. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces leçons de vie difficiles mais importantes sur les limites familiales et le courage de choisir son propre bien-être plutôt que le confort des autres. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des personnes qui ne savent pas comment vous aimer en retour. Parfois, la famille que vous choisissez est plus forte que la famille qui vous a été donnée. Et parfois, la justice tardive est toujours une justice rendue. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas que la guérison est possible, que la responsabilité est importante et que vous méritez mieux que des personnes qui vous demandent de minimiser votre douleur pour leur commodité. Votre voix compte, votre douleur compte, et votre décision de vous protéger compte plus que l'opinion de quiconque sur ce à quoi devrait ressembler la loyauté familiale. Restez fort et sachez que quelque part, quelqu'un comme moi applaudit votre courage de choisir.